Bonsoir et bienvenue sur Tandem 2.0. J'ai le plaisir ce soir d'être avec Jean-Jacques Pierrat. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Jérôme. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours pour présenter l'Institut français et présenter différents événements culturels proposés par l'Institut français, notamment une conférence sur l'intelligence artificielle qui aura lieu le 26 avril, une présentation, le début d'un cycle de présentations concernant le cinéma et la question de l'espace qui démarre le 11 mai, ainsi qu'une rencontre avec Vanessa Springora qui aura lieu à Jérusalem le 5 mai. Et ce soir, nous allons parler d'autres actualités de l'Institut français et notamment d'expositions temporaires. J'aimerais commencer avec une première exposition temporaire que vous allez présenter dans vos locaux au 7 boulevard Rothschild à Tel Aviv, de l'artiste Ruti de Vries. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, l'Institut français s'est doté de cette galerie d'exposition à l'entrée de l'Institut français. Je pense que vous connaissez les lieux. On a cet espace qui nous permet finalement de proposer à des artistes israéliens, en l'occurrence pour Ruti de Vries, d'être présents dans un lieu qui est quand même assez emblématique et également un lieu de passage au niveau de Tel Aviv. Donc il s'agit effectivement de travailler sur une exposition pour cet artiste-là, de travailler avec l'artiste, de faire en sorte que l'on puisse réfléchir à ce qu'elle a envie de faire. Donc on travaille de façon extrêmement innovante et interactive. C'est ce que l'on a fait avec Ruti. Et lorsqu'elle a imaginé cette exposition, elle a essayé finalement de prendre l'ensemble de cet espace, qui est un espace très très haut avec une hauteur sous plafond. C'est mon souvenir, c'est la salle dans laquelle il y avait l'exposition de Shapira jusqu'à récemment. Exactement. Donc c'est une salle avec une énorme hauteur sous plafond. Oui, tout à fait. Et l'exposition s'intitule « On me regarde dans le soleil ». Oui. Et j'ai regardé, pour préparer cette chronique, les éléments que vous présentez. C'est assez intriguant, le thème de cette exposition. Très très intriguant, très innovant. Et également, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Ruti, c'est que l'on a travaillé ensemble justement pour essayer de l'accompagner au départ, parce qu'évidemment c'est l'artiste qui crée et qui développe ensuite ce qu'elle a envie de développer dans ce lieu. Mais on a essayé de voir un peu comment elle pouvait utiliser ce lieu-là au mieux, sans forcément utiliser cette hauteur sous plafond que l'on a à cet endroit. Et donc elle a travaillé à deux niveaux. Elle a travaillé à un premier niveau sur les vitres de l'Institut français. Donc il y a un collage sur les vitres avec effectivement un personnage qui tourne le dos au soleil avec un immense chapeau jaune. Donc c'est assez intriguant lorsqu'on est à l'extérieur. Ça, on peut le voir de l'extérieur. On le voit de l'extérieur. On est sur le boulevard Rothschild, on passe devant l'Institut français et on est intrigué par ce collage. Et j'espère que ça donne envie finalement aux personnes qui voient ce collage de rentrer dans les locaux de l'Institut français. Et à l'intérieur, vous avez un espace humanisé, je dirais, c'est-à-dire elle a associé des objets, elle a utilisé un certain nombre de textiles, du bois, elle utilise du bois, elle utilise des abat-jours. Et en fait, à l'intérieur de cet espace-là, ce sont pour elle des personnages. Il y a des hommes, il y a des femmes, et dans sa composition, ce qui est très intéressant, notre collègue à l'accueil, Julie, fait partie, d'après elle, de cette exposition. C'est-à-dire qu'elle considère que c'est un personnage de l'exposition. Et ensuite, il y a la pièce centrale qui est sur l'ensemble des murs de cette galerie. Et la pièce centrale, c'est une femme qui est allongée au soleil. Il s'agit effectivement d'une sculpture noire, sombre, qui représente en fait l'ombre. Et c'est intéressant parce qu'elle a utilisé finalement la pièce dans sa longueur. Et ça montre un peu cette ombre qui s'étire au soleil jusqu'à l'infini, ou presque. Donc c'est très vivant. Très vivant. Et effectivement, l'utilisation de cette pièce, cet espace, c'est une idée très, très originale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste Ruti de Vries ? Oui, alors ce qui est pour nous très important, c'est effectivement de pouvoir travailler avec des artistes israéliens qui sont en connexion avec la France. Et en particulier, Ruti de Vries a bénéficié en 2018 d'une résidence d'artiste. Donc elle a été sélectionnée par... Elle n'est pas française. Elle n'est pas française, non. Elle n'est pas française, mais par contre, elle a passé du temps à la Cité des Arts. Et donc, elle a passé du temps en résidence à la Cité des Arts. Donc il y a cette connexion avec la France.
Il y a cet amour pour la France aussi. Si vous lui posez la question, elle vous dira qu'elle a adoré son séjour en France. Et je dirais pour nous, c'est important d'accompagner ces artistes que l'on a sélectionnés et encouragés et surtout aidés à aller en France. C'est important pour nous de faire en sorte qu'on puisse les accompagner lorsqu'ils continuent finalement, lorsqu'ils continuent à innover en Israël et leur permettre finalement de créer et de présenter des choses dans l'Institut français, de poursuivre finalement leur carrière d'artiste dans l'Institut français. C'est un lieu pour eux également, et c'est un peu la ligne de conduite que l'on a souhaité pour cette galerie-là, en tout cas pour cette première année d'existence de la galerie à l'Institut français. D'accord. Comment est-ce qu'on fait très concrètement? On veut aller voir cette exposition, il faut réserver en ligne, c'est ouvert? C'est ouvert aux heures d'ouverture de l'Institut français, donc vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'Institut français. On va rappeler institutfrançais-israël.com. Donc vous avez toutes les informations, vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer. L'exposition sera présentée elle a commencé le 11 avril, elle sera là jusqu'au 27 mai. Et fait exceptionnel, vous me le disiez tout à l'heure, il y a l'opportunité avec cette exposition, moi c'est la première fois que j'entends ça, d'échanger, de rencontrer l'artiste. Alors oui, certains vendredis, donc l'artiste, si vous la suivez sur Facebook, vous pouvez aller sur son compte Facebook, elle annonce finalement les moments où elle est présente dans la galerie. Et effectivement, donc vendredi dernier, elle était là avec nous et ça permet effectivement de mieux comprendre un peu ce qu'elle a voulu exprimer. En tout cas, c'est vraiment extrêmement je dirais une présentation extrêmement vivante, extrêmement intéressante et beaucoup d'innovation en fait dans cette exposition. Très bien, merci beaucoup. Et de créativité. Et de créativité, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Jacques. On va parler d'une autre exposition temporaire dans un style très différent puisqu'il s'agit d'une exposition sur le travail d'Alexandre Calder qui est présentée au musée de Tel Aviv. Alors oui, donc le musée de Tel Aviv est évidemment un partenaire important pour l'Institut français. Le musée des arts. Le musée des arts de Tel Aviv est un musée très important, un partenaire très important. On travaille en étroite relation avec eux. Et Calder, même si c'est évidemment un Américain, a en fait dans son parcours un lien très fort avec la France. Il a passé beaucoup d'années en France. Il a été extrêmement influencé par tous les artistes qu'il a pu rencontrer, alors à Paris ou alors dans ce lieu à Saché. Je ne sais pas si vous connaissez Saché, mais c'est une toute petite ville minuscule de la région Val-de-Loire. Et c'est là qu'il avait ce qu'il a appelé sa gouacherie, là où il faisait les gouaches. Donc l'exposition. On est dans quelles années à peu près sa période en France et il y a eu la période de la guerre où il est retourné aux États-Unis et ensuite il est revenu. Donc c'est un petit peu entre ces deux périodes, avec ensuite une période assez longue en France dans cet endroit. C'est quelqu'un qui était passionné par le cirque, donc il y a évidemment un lien avec le cirque et avec aussi le fait de pouvoir créer des objets. Il y a aussi toute cette création d'objets et même des objets pour les enfants. Il y avait ce lien avec des jouets pour les enfants. Et c'est vrai qu'il a pensé, d'ailleurs il le dit très, très clairement dans le film, que l'Institut français a aidé à obtenir au niveau du musée de Tel Aviv. Au départ, il avait pensé simplement, finalement, vivre de son art en vendant des objets pour les enfants. Et en fait, c'est avéré que ce n'était pas du tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait, les objets lui prenaient effectivement beaucoup de temps, presque autant qu'une œuvre d'art. Et donc finalement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a évidemment, c'est quelqu'un qui a exploré vraiment de nombreuses choses. Il y a évidemment, vous les connaissez, les mobiles. Alors, j'allais demander le thème précis de l'exposition de Calder, c'est sur quelle partie de sa vie créatrice? Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de gouaches en fait qui sont présentées. Il y a énormément de gouaches, il y a une grosse collection de gouaches qui sont présentées. Donc c'est pour nous important parce que c'est quand même un moment fort, un lien fort avec la France.
Il y a ce film que je recommande évidemment, même s'il dure une cinquantaine de minutes, ce film qui présente Calder. Et je dirais, les documentaires de ce type-là, lorsqu'ils sont présentés dans un musée, c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel, parce que ça permet de revoir l'artiste, de le revoir dans son environnement, de revoir sa création, de l'entendre, l'expliquer également. Donc il explique un petit peu tout ce que je vous raconte et que j'ai suivi lors de la visite de l'exposition. Donc ce film-là est vraiment une pièce, et d'ailleurs les deux curatrices le disent, c'est une pièce importante et presque maîtresse. Partie vraiment de l'exposition. Et presque maîtresse, je dirais, parce que pour un visiteur, je pense qu'il faut s'arrêter 50 minutes et regarder le film, avant même d'aller vers l'exposition. Parce que vous avez les mots-clés. Pour avoir les clés de compréhension et surtout, je dirais, l'explication de l'artiste lui-même, même s'il n'est plus en vie. Alors, ça me fait penser que de plus en plus d'expositions font appel à des films ou à des supports numériques. On le voit vraiment de plus en plus. Est-ce que vous pensez que c'est devenu presque nécessaire pour attirer un autre public et tout ce qui est lié aux écrans que connaissent de plus en plus de personnes ? Oui, je crois que c'est important. Ça vous permet aussi finalement de pouvoir peut-être le regarder en amont, de préparer un petit peu votre visite. Enfin, il y a peut-être aussi toute cette... Et effectivement, ça attire certainement un autre public. Ça donne des clés de compréhension, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le parcours de l'artiste et sur ce qu'il a voulu faire. Et en termes de public, j'ai été très impressionné parce qu'en fait, le public très jeune, et j'encourage évidemment les auditeurs à aller voir cette exposition en famille, avec des enfants. Parce que bien évidemment, vous savez, Calder, c'est des couleurs. Il y a évidemment le jaune, le noir, le rouge. Il y a très peu de couleurs. Mais il y a des formes qui sont des formes assez intéressantes qui peuvent parler à tout le monde. Et qui parlent à tout le monde. Et je voyais des jeunes enfants en train d'essayer de reproduire ce fameux serpent. Et c'est vrai qu'y aller en famille, y aller avec ses enfants, je pense que c'est sûrement quelque chose. Ça touche d'autres publics, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Une très belle expérience. Donc, exposition Alexandre Calder, musée de Tel Aviv, on est jusqu'au 15 août. Donc, les gens ont le temps pour aller la voir. Et dans un style très différent, donc on a également une exposition qui s'appelle Je te sais de Grégory Abou, qui est exposée dans le nord du pays, au musée de Ein Harod. Qui est Grégory Abou ? Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste et de cette exposition Je te sais ? Alors, c'est une expérience très particulière parce que j'ai rencontré l'artiste, je suis allé voir évidemment cette exposition et quelque chose de très émouvant, je tenais à le dire, cette relation avec l'artiste, cette relation avec ce qu'il a voulu faire et la façon dont il a voulu présenter les choses. Il allie, c'est un artiste français, j'aurais dû le dire dès le début, évidemment très, très versatile, très polyvalent également. Et je crois qu'il a évidemment un parcours très, très atypique. Il est allé dans différents lieux, dans le monde entier. C'est pour ça qu'il y a cette expérience au Japon, par exemple. Il y a une expérience également au nord de la Norvège et une expérience en Israël. Il va dans ces lieux-là et le premier point qu'il essaye de mettre en avant, c'est évidemment, et on le voit rapidement lorsqu'on rentre dans cet espace-là, c'est évidemment la prise de conscience un peu écologique. C'est vraiment un art engagé, c'est-à-dire que la relation à la nature et le fait de pouvoir faire prendre conscience de l'importance de ces aspects écologiques, c'est évidemment ce qui motive déjà en tout premier lieu Grégory Abou. Mais ce qui rend les choses plus complexes après, quand on rentre un petit peu en profondeur, c'est évidemment tout ce qui est existentiel, c'est-à-dire la question existentielle. Et surtout la proximité ou l'éloignement de Dieu. C'est évidemment cet aspect-là qu'il essaye d'explorer par l'ensemble de sa création. Alors sa création, il y a évidemment un support avec une vidéo qui est très intéressante, par des objets également. Et cette expo-là répond à une autre exposition qu'il a produite. Donc cette expo s'appelle « Je te sais », mais elle répond à l'expo qui s'appelle « Are You There ?»
et qui était, je dirais, un peu la réplique la réplique de l'exposition qu'il présente à Einhardt. Et puis ensuite, il y a tout le rituel lié aux objets à l'intérieur de l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de réflexion et d'invitation à la réflexion sur l'environnement, sur le voyage, sur une question existentielle. Il y a plein de choses qui se mêlent. Et il y a des choses, bon, je vous dis, des choses qui m'ont vraiment touché. Il y a évidemment ce lien avec la nature qui pour moi est très important. Il y a également, je le raconte parce que je pense que c'est assez intéressant pour mieux comprendre l'artiste même. Il a créé, lorsqu'il était au Japon, je crois, un bâti avec du bois. Donc il a créé cet objet en bois. Il l'a fait au Japon. Et en fait, il s'est dit, mais je ne peux pas partir en laissant cet objet-là. C'est-à-dire, je veux vraiment l'amener dans l'avion. Donc, il nous a raconté qu'effectivement, ce bâti, il l'a démonté. Il a une caisse, en fait, que vous pourrez voir si vous allez voir cette exposition. Il a une caisse, mais évidemment, qui est très haute. Je ne sais pas, elle doit faire 2,50 m, 3 mètres. Et il raconte, alors, si vous avez la chance de le croiser, il vous racontera déjà comment il l'a porté, comment il a pu, finalement, partant du Japon avec une caisse comme ça, pour prendre l'avion, c'est quand même relativement complexe. Et au Japon, il a fallu effectivement aller dans des endroits de l'aéroport pour pouvoir déposer cette pièce-là, qu'elle soit prise en même temps que lui dans l'avion, mais évidemment en objet volumineux. Et donc, il y a ce lien aussi, et c'est là vraiment la deuxième partie, ce lien un peu affectif et ce lien avec les objets qui me plaît beaucoup. Et il n'a pas voulu refaire une deuxième fois ce bâti, il aurait pu le refaire, mais il a voulu le conserver tel qu'il était lorsqu'il a démarré ce projet au Japon. Alors, dans l'exposition Je te sais, c'est quel type d'œuvre d'art qu'on peut voir? Peinture, sculpture, photo Alors, bon, déjà, c'est une atmosphère, c'est un environnement, je crois. Hein. Donc, il y a effectivement... Il a aménagé l'espace, qui est un espace extrêmement intéressant. Hein. Vous connaissez peut-être le musée. Einhardt, je connais pour des raisons historiques. Le Mishkan Museum, Museum. je n'ai pas encore eu l'occasion. Donc le Mishkan est un musée intéressant parce que déjà au niveau des lumières, au niveau de l'éclairage à l'intérieur, donc il y a vraiment l'architecte a joué sur tous ces jeux de lumière et cette mise en valeur possible d'une exposition. Donc en fait, il joue avec des tentures, avec un certain nombre de tentures, il joue sur cet espace-là. Et c'est vraiment assez magique. Et ensuite, il y a un certain nombre je vous disais, il y a un bâti et il a ensuite utilisé un certain nombre d'objets qu'il a utilisés lorsqu'il était en Norvège ou au Japon, des objets qu'il a ramenés et qu'il présente. Et au fond de cette salle, vous avez effectivement ce film qu'il est important de voir pour mieux comprendre un petit peu lorsqu'il était en Norvège, il était pieds nus et dans des conditions qui étaient relativement complexes, avec un environnement relativement hostile, très froid, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est cette relation avec la nature qui était importante pour lui. Et c'était important pour lui de le montrer aux personnes qui viennent voir l'exposition. Donc en fait, ça donne très envie. Oui. La manière dont vous en parlez, on sent que vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Donc on invite tout le monde à y aller. Exposition Je te sais, Grégory Abou, jusqu'au 15 juillet à Ein Haron, au Mishkan Museum of Art. On va revenir à Tel Aviv, à l'Institut français de Tel Aviv, au 7 boulevard Rothschild, parce qu'une des missions, parce qu'on sait que l'Institut français a beaucoup de cartes et de missions, donc c'est le partage et cet amour du français à travers les différents supports, pour parler de la closerie. Qu'est-ce que la closerie de l'Institut français de Tel Aviv? Alors la closerie, c'est un autre espace de l'Institut français. C'est pour moi une pièce centrale, je dirais, de notre dispositif. Et je le pense vraiment. Je pense que cette relation avec la culture, la langue française, les écrits, avec le livre. Et donc c'est cette médiathèque que l'on a, qui est un véritable bijou et que l'on essaye d'entretenir, parce qu'une médiathèque, bien évidemment, ça vit au quotidien, ça demande beaucoup d'investissement humain, financier. Alors, pour les gens qui n'ont pas mis les pieds dans une médiathèque depuis des années, leurs années de lycée, aujourd'hui, ça ressemble à quoi une médiathèque en 2021? C'est une bonne question. Alors bon, là,
si vous rentrez dans la médiathèque de l'Institut français, déjà vous verrez, c'est un espace relativement cosy. Vous avez des fauteuils très agréables, vous avez des petits espaces qui vous permettent de finalement consulter la documentation. Donc on a 8000 ouvrages, par exemple. Donc c'est quand même un gros catalogue. Ça vous donne un petit peu l'amplitude de ce que l'on a. On a également des DVD, bien sûr. On a effectivement des films. On a beaucoup de films en français. On a aussi des films importants à voir pour un public qui souhaiterait avoir une connaissance du cinéma israélien. Donc on a tous les grands classiques du cinéma israélien, pratiquement tout le temps, soit sous-titrés, soit en français, en version française. Donc j'encourage évidemment tous les francophones à venir dans cette médiathèque pour ça. Et puis la médiathèque, c'est aussi les enfants. On parlait du public très jeune. Moi, je pense que ce qui est important aussi, et ce qui est une mission de l'Institut français, je parlais lors de la première émission de l'éducation, c'est-à-dire que c'est un volet important, ce lien avec la jeunesse, et offrir à la jeunesse la possibilité de venir dans la médiathèque pour consulter des BD ou consulter un certain nombre d'ouvrages à leur niveau. Alors, c'était la question, j'allais demander si c'était ouvert à tout le monde, s'il y avait des thèmes dans les livres, ou si on pouvait trouver à la fois des choses modernes et des classiques. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement des choses très, très classiques. Donc on suit évidemment l'actualité du livre en France. Et donc toutes les rentrées littéraires sont là. Et donc tous les prix qui sont décernés, évidemment, normalement se trouvent dans notre médiathèque. Donc il y a encore des œuvres de La Fontaine ou Molière avant que le 21e siècle les corrige et les modernise. Vous avez du classique. Vous avez également des choses qui peuvent intéresser aussi d'autres types de publics, c'est-à-dire on a un rayon complet de polar, voilà. Okay. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes, avec des choix qui ont été faits par notre médiathécaire qui était une passionnée de polar. Donc ça, je pense qu'on a cette collection qui est fabuleuse. On a également de la littérature plutôt israélienne, mais traduite en français. Donc les ouvrages classiques, je pense en particulier à David Grossman, par exemple. Je pense que moi, par exemple, lorsqu'avec mon épouse, on est arrivé en Israël, bien évidemment, c'est évidemment des choses importantes à avoir en tête et de suivre un peu ces écrivains qui sont importants, qui publient encore et leurs derniers ouvrages se trouvent à la médiathèque. Donc, vous voyez, c'est un spectre assez large. Assez large. Et médiathèque, vous parliez tout à l'heure de médiathèque, donc là, on parle du lieu physique, mais c'est aussi une culture-thèque. Et donc là, c'est la partie virtuelle de notre offre. Donc on a une offre effectivement en présentiel, mais on peut offrir aussi pour les gens qui se trouvent un peu partout dans le pays, on peut offrir un accès à une plateforme et qui permet d'aller vers des livres, mais aussi vers des hebdomadaires, vers des... Donc c'est à la pointe de la modernité. C'est à la pointe de la modernité, oui, tout à fait. Donc ça permet d'avoir accès à tous ces documents, finalement, en ligne, et culture-tech, c'est un peu comme une médiathèque. C'est-à-dire que, par exemple, si on a acquis les droits, par exemple, pour un livre, pour 3 livres, en fait, si on a 3 livres en stock dans un rayonnage, dans cette culture-tech, cela va se passer de la même façon. C'est-à-dire que lorsque les 3 livres seront sortis, vous ne pourrez plus l'emprunter. D'accord. Voilà. Ah, okay. Donc il y a quand même un système un petit peu de rendre à temps ces livres, etc., même si c'est virtuel. D'accord. Ensuite, vous avez accès aux livres et vous pouvez le lire évidemment sur votre tablette. Ok. Donc on s'inscrit à la médiathèque de l'Institut Rothschild à Tel Aviv et on va là-bas sur place pour faire de la consultation de livres d'hebdomadaires. Voilà, et vous pouvez de la maison, sur culture-tech, depuis votre ordinateur, vous connecter et regarder ces livres également. Donc il y a cette possibilité aussi. Super. Alors, dernier sujet que je voulais aborder avec vous, et on en a parlé un tout petit peu avant, c'est le cinéma, puisqu'il y a le festival de l'Institut français du cinéma à la carte. Oui. Donc c'est un gros événement pour l'Institut français. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, donc l'Institut français Paris, pour le coup, fait la promotion
IF Cinéma à la carte, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, mais fait cette promotion-là sur l'ensemble du monde. Hein, d'accord. Donc c'est Puisque l'Institut français est présent partout dans le monde. Quasiment partout dans le monde, en tout cas quasiment sur tous les continents. Sur tous les continents, ça c'est sûr, et presque partout où nous avons une emprise diplomatique, nous avons un institut français. D'accord. Donc là, c'est Paris qui est l'initiateur de ce projet. Initiateur et qui donne finalement la possibilité à l'ensemble des instituts sur la planète, sur l'ensemble des continents, de faire la promotion de cette IF Cinéma à la carte. Et IF Cinéma à la carte, c'était évidemment un moment très important pendant le confinement. Bien sûr. Lorsque l'on était tous confinés, puisque ça tombait à peu près à cette même époque. Et donc ça a permis finalement à un public francophone de pouvoir se connecter très très simplement et pouvoir regarder des films par un simple clic, sans avoir à s'enregistrer. C'est vraiment très simple, hein. La plateforme est très très simple. Et cette année, la nouveauté cette année, c'est que tous les mois, en fait, vous avez des thèmes qui sont abordés. Donc, par exemple, en ce moment, c'est le thème de l'environnement qui est abordé. Et donc, vous avez une série de films et de documentaires, longs métrages, courts métrages, sur ce thème-là. D'accord. Là, par exemple, demain, je veux m'intéresser à ce thème de l'environnement. Très concrètement, je vais sur le site de l'Institut français. Voilà, le plus simple, effectivement, c'est d'aller sur le site de l'Institut français. Et ensuite, vous recherchez IF Cinéma à la carte, vous allez le trouver rapidement, vous cliquez dessus, vous arrivez sur IF Cinéma à la carte et vous avez les films qui sont proposés ce mois-ci. Vous cliquez sur le film en question et apparaît tout de suite la petite fenêtre qui vous permet tout de suite de rentrer dedans. De voir le film. Voilà, tout à fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est un festival qui va durer toute l'année, avec des thématiques mensuelles. Avec des thématiques mensuelles qui est renouvelée. Et là, par exemple, c'était le jour de la Terre, le 22 avril. Donc la thématique de l'environnement, évidemment, avait tout son sens. D'accord. Alors on approche le mois de mai. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût de la programmation sur les mois qui vont venir, où on laissera la surprise aux gens qui se connecteront? Voilà, on laissera la surprise. Je pense que là, c'est une programmation pour l'Institut français Paris, de choisir un petit peu, de sélectionner et d'acquérir les droits pour les prochains films. Il y a ça. Et toujours cette notion d'actualité quand même, j'ai l'impression, ou voilà. de tendance, disons, voilà. dans le choix des films et des thèmes sélectionnés. Voilà, l'actualité. Et de toute façon, pour avoir l'information, revenez sur le site de l'Institut français, on ne manquera pas de le communiquer. Merci beaucoup. Et peut-être également, je pense que si c'est intéressant, la newsletter est sûrement le bon moyen finalement pour tous les auditeurs de récupérer toutes ces informations et d'être tenus au courant de façon hebdomadaire sur tout ce que fait l'Institut français. On va rappeler une dernière fois donc l'adresse physique de l'Institut français de Tel Aviv. Vous êtes au 7 boulevard Rothschild et vous pouvez retrouver toutes les informations donc sur le site internet institutfrançais-israël.com. Merci beaucoup. Donc on rappelle l'actualité très riche et on les remercie de l'Institut français. Donc l'exposition dans les locaux de l'Institut français Ombre regardant la lumière de Ruti de Vries, l'exposition sur le travail d'Alexandre Calder qui est au musée de Tel Aviv, l'exposition Je te sais de Grégory Abou au Mishkan Museum of Art de Ein Harod, la médiathèque accessible aux heures d'ouverture donc dans les locaux de l'Institut français de Tel Aviv et en ligne le festival IF Cinéma à la carte qui dure toute l'année. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager notre page Facebook et à la liker. À très bientôt. Merci.